Les derniers instants de la statue de Cecil Rhodes à l'université de Cape Town, acclamée par la foule. La plus ancienne université d'Afrique du Sud a voté pour que le monument soit déboulonné, une décision prise après un mois de manifestations estudiantines. Le colonisateur britannique était perçu comme un symbole de l'oppression blanche. Je crois que la jeunesse de demain dira que le vrai changement a eu lieu en 2015 et non en 1994. Je suis pour qu'elle soit retirée. Moi, je suis britannique, mais si j'étais un étudiant noir sud-africain et que je devais passer devant cette statue tous les jours, je me sentirais humilié. Ce n'est pas la seule statue qui fait polémique. Celle des héros des Afrikaners, Louis Botha et Paul Kruger, ont été vandalisées. La science officielle, suite à la découverte des traces de tabac dans les entrailles de la momie de Ramsès II, règne de Ramsès II, 19e dynastie, 1279 ans avant notre ère, avait analysé celle-ci en France dès 1976. Cette plante qui ne pousse nulle part qu'en Amérique latine permit aux chercheurs d'envisager pour la première fois que l'ancienne Égypte aurait pu entretenir des relations commerciales avec l'ancienne Amérique. Or, dès 1970, le navigateur et archéologue norvégien Thor Heyerdahl était parti de la corne occidentale de l'Afrique à bord d'un bateau construit, baptisé le Ra-2, avec des tiges de papyrus, matériaux égyptiens utilisés pour la fabrication des barques. Poussé uniquement par les courants marins, Ra-2 avait atteint la Barbade et démontré par ce fait que les anciens Égyptiens auraient pu avoir des contacts avec les populations amérindiennes de l'Antiquité. La première civilisation de l'Amérique précolombienne est contemporaine de la 18e dynastie égyptienne, la plus prestigieuse. Nous savons aujourd'hui que de nombreuses expéditions commerciales vers la Crète et le pays de Punt, actuelle Somalie, ont été organisées sous le règne d'Hatchepsout, 1478 avant notre ère. Des murs du temple de Der el-Bahari à Luxor proposent des bas-reliefs qui fournissent les conditions de ces expéditions. On y voit 5 bateaux embarqués pour le pays de Punt à la demande de la reine. Avant la découverte de cette fresque, les égyptologues pensaient que la navigation égyptienne était cantonnée au seul Nil. Mais les descriptions observées sous les fresques du temple de Der el-Bahari suggèrent de nouvelles conclusions. La première civilisation précolombienne fut fondée par une population originaire de la vallée du Nil, dans l'actuelle région du Soudan. La science a donné le nom d'Olmec, 1500 à 500 ans avant notre ère, à ce peuple mystérieux. Les Olmecs sont les premiers civilisateurs de l'Amérique, bâtisseurs des pyramides, que l'on retrouve actuellement en Amérique et plus généralement dans les régions du golfe du Mexique.
Les Aztèques ont occupé le territoire des Olmèques après l'effondrement de leur civilisation. Les Mayas émergeront plus tardivement encore dans le cours historique de l'Amérique précolombienne. Quoi qu'il en soit, ils nous ont laissé des vestiges de leur brillante civilisation, à commencer par les têtes colossales, parfaitement proportionnées, découvertes au Mexique dans les années 50. Elles ont été taillées dans la pierre brute, basalte, suivant un canon similaire aux 22 carreaux 3 quarts des anciens Égyptiens. Les pyramides Olmèques ont été bâties vers 1500 avant notre ère. Ces fameuses têtes colossales que certains auteurs s'obstinent à refuser au génie africain ne peuvent pas être le fruit du hasard d'une génération spontanée de sculpteurs hors pair en pleine Amérique du XIVe siècle avant notre ère. Tout comme la mathématique utilisée pour la construction des pyramides du Mexique, elles ont une inspiration artistique immédiate que l'on retrouve dans les monuments de la vallée du Nil qui les précèdent de plus de 2000 ans. En tant que descendante non seulement d'Africains qui ont été déportés en Amérique, mais aussi d'indigènes du continent américain, le souvenir de Christophe Colomb ne peut qu'évoquer pour moi ce qui a été le premier génocide des temps modernes, puisque c'est justement avec l'arrivée des chrétiens d'Espagne, avec Christophe Colomb, là-bas en Amérique, qui a démarré ce qui deviendrait le premier génocide des temps modernes, qui a été le génocide des peuples indigènes qui habitaient le continent au moment où les Européens ont débarqué en 1492. Donc, dans la mémoire des peuples là-bas en Amérique, ou en tout cas dans la mémoire des peuples indigènes, Christophe Colomb, son souvenir est étroitement associé à la destruction des peuples indigènes, sachant que, bon, d'après certaines informations données par des historiens, les habitants du continent américain, à l'arrivée des Européens, auraient été d'à peu près 80 millions de personnes. Et d'autres historiens, cette dernière décennie, des historiens sud-américains, affirment qu'en réalité, il y avait plus de 100 millions d'habitants au moment de la conquête. Toujours est-il que 50 ans après, lorsqu'il eu lieu le premier recensement fait par les Espagnols, il ne restait plus que 10 millions d'êtres humains, 10 millions d'indigènes, je veux dire. Ce qui veut dire qu'il y avait eu une destruction au moins en l'espace de 5 décennies, puisque le recensement a eu lieu à peu près en 1550 et l'arrivée des chrétiens d'Europe a lieu en 1492. Donc, si vous voyez, ce que cela représente aussi bien en termes relatifs qu'en termes absolus. On passe en l'espace de quelques 50 ans d'une population qui était, selon les uns, de 80 millions d'êtres humains, et selon d'autres, était probablement plus de 100 millions. On passe à 10 millions de personnes. Vous vous rendez compte, une diminution de probablement 90 millions d'êtres humains? C'est une hécatombe. C'est un désastre incomparable à nul autre. Donc, à cela est associé pour les indigènes d'Amérique et pour d'autres que, comme moi, nous étant descendantes des uns et des autres, si vous me dites ce que ça me rappelle, je vous dis tout de suite que ça me fait penser surtout
au prix qui a payé la population indigène d'Amérique et ensuite les prix qui ont payé les Africains qui ont été raciés là-bas en Afrique et déportés vers l'Amérique. Il n'est jamais dit que les colonisateurs ont colonisé un pays pour saccager, exterminer, asservir et piller les peuples. Donc c'est normal qu'avec Christophe Colomb on dise une chose pareille. On ne le dira pas que de lui, on le dira pratiquement de tous les colonisateurs. Après tout, l'histoire du continent américain et l'histoire de tous les peuples qui ont été colonisés, c'est surtout l'histoire des criminels qui ont fait la colonisation. Parce que cette histoire a toujours été écrite pour ceux qui avaient le pouvoir pour asservir les peuples. Donc c'est tout à fait normal qu'il y ait une présentation des faits qui correspondent très positivement à ceux qui ont bénéficié de la colonisation. Christophe Colomb compte parmi les grandes figures des 15e et 16e siècles. Navigateur hors pair et explorateur intrépide, il est le premier Européen de l'histoire moderne à découvrir le continent américain. Pourtant, derrière le mythe du téméraire aventurier se cache une réalité bien plus controversée, celle d'un être sanguinaire, assoiffé de richesse et de pouvoir. Mais commençons par le commencement et laissons Nota Bene nous conter le premier acte de la véritable histoire de celui que l'on nommait l'amiral de la mer Océane. Eh bien voilà, tout débute en août 1492 alors que Christophe Colomb quitte l'Espagne à la tête d'une petite expédition de 3 navires. Il s'est fixé pour objectif de découvrir une nouvelle voie de navigation vers les Indes orientales. Un projet de longue date qui, s'il se concrétise, fera de lui l'un des hommes les plus riches et influents de son temps. Après 2 longs mois de navigation à travers l'océan Atlantique, une île apparaît enfin à l'horizon. Les explorateurs ne le savent bien évidemment pas encore, mais ils viennent de découvrir les Bahamas. En y débarquant, ils sont accueillis par des Amérindiens arawaks pacifistes, dont l'hospitalité frappe immédiatement Christophe Colomb. Ce dernier écrira d'ailleurs dans son journal « Ils ne portent aucune arme et ne les connaissent pas. Quand je leur ai montré une épée, ils l'ont saisie par la lame et se sont coupés par ignorance. Ils feraient de bons serviteurs. Avec 50 hommes, nous pourrions les subjuguer et leur faire faire ce que bon nous semble. » Ces quelques mots devaient marquer le début de ce qui allait être une véritable extermination des peuplades arawaks des Antilles. Constatant que leurs hôtes portent des bijoux en or, les Espagnols les forcent rapidement à leur révéler les emplacements de leurs filons. Une nouvelle expédition est alors organisée qui conduira Colomb et ses hommes de Cuba à Haïti. Mais les gisements découverts s'avèrent très décevants et de retour en Espagne, l'amiral est obligé de mentir afin de pouvoir financer un second voyage. L'entourloupe fonctionne et cette fois-ci il apparaît pour le Nouveau Monde à la tête de 13 navires et 1200 hommes. En 1495, les Espagnols sont de retour aux Antilles. Dès leur arrivée, Colomb fait capturer des milliers d'Indiens. Une partie d'entre eux est envoyée par bateau en Europe pour y servir en tant qu'esclaves, et les autres sont condamnés aux travaux forcés dans les mines d'or de la région. Dès l'âge de 14 ans, ils doivent assurer un quota d'extraction sous peine de se voir couper les 2 mains avant d'être abandonnés à une mort certaine. Après avoir ainsi assassiné près de 10 000 esclaves, Christophe Colomb réalise que les îles qu'il exploite n'abritent peut-être pas autant d'or qu'il l'avait imaginé. Il ordonne alors que les Arawaks soient envoyés dans les différentes propriétés coloniales en développement pour y travailler toujours plus durement. Ceux qui se rebellent ont immédiatement le nez et les oreilles coupés ou sont tout simplement exécutés. Mais le pire reste la façon dont l'amiral traite les femmes et les enfants. Il distribue en effet régulièrement des esclaves sexuels à ses lieutenants et tolère le viol de masse dans les colonies qu'il administre. Femme ou fillette, le navigateur ne fait aucune distinction. L'essentiel est de satisfaire la libido des hommes qui l'accompagnent. Cerise sur le gâteau, les bébés amérindiens deviennent rapidement un moyen pratique et peu coûteux de nourrir les chiens de guerre des conquistadors. Christophe Colomb finit par être arrêté et renvoyé en Espagne en raison de son incapacité à gérer correctement ses colonies. Mais les horreurs du Nouveau Monde se prolongeront bien après son retour définitif en Europe.
Sur les 500 000 Arawaks peuplant les Antilles, il n'en reste plus que 15 000 en 1515, 600 en 1531 et plus aucun en 1650.